Chez Ferrari, oui, ils nous ont accueillis parce qu'ils savaient qu'on allait faire des motos à 5 pattes, ils savaient qu'on allait faire des choses extraordinaires. Je me souviens la première fois qu'on a mis une montre tourbillon au poignet de Massa, tout le monde avait dit mais la montre va pas durer plus d'un tour. Ça... En fait, elle a fait une saison complète, alors qu'une Formule 1 a tous les ingrédients pour tuer une montre mécanique. Je pense que la dernière voiture que je vendrai, c'est la Lancia Strada. J'ai cette voiture, je l'ai dans la... Soyez passionnés, allez jusqu'au bout de vos rêves, nos limites. Et c'est la seule façon de s'accomplir, quoi. Non, je ne donne plus d'interviews de quoi que... Mais quand il s'agit de parler de voiture, c'est... J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes, rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Bienvenue dans la boîte à gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dis-nous en commentaire qui tu aimerais que l'on reçoive et pense à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément. Bonjour Richard. Bonjour mon cher. Merci de nous recevoir dans tes bureaux. Bah, vous êtes ici chez vous les amis, vous savez bien. Bah, c'est très gentil. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, parce que c'est un podcast aussi en audio, pour que les gens aient un peu le... Donc mon nom est Richard Mille, ami de Zale, invariable, et comme qualité essentielle, je dirais que je suis fou amoureux du sport automobile. Et justement... Et ça ne se dément pas. Ça ne se jour dément après pas. jour, année après année. C'est un virus, c'est un virus. Et j'ai bien peur que tout ça soit bien incurable. Et justement, cette passion auto, est-ce que tu fais partie de ces gens pour qui elle est née durant l'enfance? Dans quel contexte tu grandis? Alors, bien sûr, culotte courte, ça c'est évident. J'ai été nourri par plein de revues automobiles, d'ailleurs dont beaucoup ont disparu depuis. Revues comme Moteur, Virage. Il n'y avait pas encore Auto Hebdo, mais il y avait Sport Auto, il y avait la rubrique course automobile dans le magazine L'Automobile, qui étaient tous des mensuels. Et donc j'allais faire le pied de grue dans dans les magasins de journaux pour avoir ces magazines que je compulsais avidement. Donc et depuis ça ne s'est pas amélioré tout ça. Et après mon premier Grand Prix, c'était le Grand Prix de Monaco 1967. Qui avait vu la victoire de Denny Hulme, qui est devenu champion du monde cette année, dont d'ailleurs j'ai la voiture. Et c'était un Grand Prix... bon, malheureusement, il y a eu la mort de Lorenzo Bandini, qui s'est tué à la chicane. Et mais il y avait déjà toutes ces voitures extraordinaires qui allaient me marquer à vie. Justement, à ce moment-là, tu as 15-16 ans. Comment tu fais pour aller à Monaco, toi, draguignan, sans le permis? Il faut bien te placer pour le Grand Prix, pour avoir la bonne place le lendemain. Alors j'avais toujours des copains qui étaient plus âgés que moi, qui eux avaient le permis, et donc on y allait, on dormait sur place, on dormait sur les bancs, et on se mettait... alors j'allais régulièrement au virage de l'ancienne gare, qui est maintenant, qui après était le virage du Loves, qui est devenu le virage, je crois, du Fairmont, enfin l'épingle de Monaco. On y était à 3h du matin, et il fallait déjà garder les places parce que nos amis italiens étaient là également très tôt. Et là, on surplombait la piste, c'était absolument génial. D'ailleurs, c'est un endroit qui est désormais interdit, mais on avait énormément on avait une visibilité formidable. C'est à ce moment-là aussi où tu découvres un peu les courses de côte à Draguignan?
Oui, alors il y avait la course de Côte d'Ampus, d'ailleurs qui a vu, là, je crois que c'était en 68, ouais, ou 69, je sais plus, la première Ferrari championne d'Europe de la montagne, la Ferrari 212E, 2 litres, 12 cylindres à plat, qui était pilotée par notre ami Peter Chetty, qui après est devenu pilote Ferrari et ensuite team manager chez Ferrari. Et donc c'était l'époque de la grande rivalité Ferrari-Abarth, Porsche, en course de côte. Il y avait un championnat d'Europe de la montagne et c'était très disputé. Tu sais, dans la passion automobile, chacun y trouve un peu son compte. Il y en a qui vont être plus sur l'objet, plus sur la mécanique. Toi, c'est quoi ta passion? C'est la passion mécanique? Alors, c'est la même chose, j'allais presque dire c'est la même chose que pour les montres, c'est-à-dire c'est aussi bien l'amour de belle forme, de matière, etc., que de mécanique. Et je trouve que cette symbiose entre une mécanique extrême et des lignes qui sont souvent très très belles, moi ça me parle terriblement parce que in fine, que ce soit d'ailleurs donc comme je l'ai dit sur le plan mécanique comme sur le plan esthétique, ce sont des œuvres d'art, ouais. Même sur le plan aérospatial, parce que je crois que c'est un sujet qui te passionne aussi. Oui, oui. D'ailleurs, c'est tout ce monde de l'extrême qui, en définitive, est très séduisant. Comment ne pas être amoureux de l'espace, ou de l'aviation, de l'aéronautique en général. Moi, je me souviens quand on développait nos montres des séries spéciales avec Airbus, quand j'allais chez Airbus, il fallait quasiment qu'ils me jettent dehors le soir parce que j'arrive pas à sortir l'usine. Je suis comme un fou et c'est pareil pour les voitures. Donc c'est quelque chose qui je suis très badaud, je peux rester des heures à regarder une voiture sous toutes les coutures. C'est extrêmement séduisant, oui. T'as gardé tes yeux d'enfant finalement, c'est ça? Ah bah, comme je l'ai dit, j'ai peur que ce soit irrémédiable tout ça. Et justement, quand on est plein de rêves comme ça, passionné par l'auto, la mécanique, l'aérospatiale, a fortiori aussi l'horlogerie, c'était quoi tes rêves quand tu avais peut-être 15, 16 ans, 18 ans? Les études, ça te plaisait? Comment ça se passe? Oui, 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 alors, j'aimais bien, mais en même temps, j'étais très rêveur. Donc, je me souviens pendant, par exemple, certains cours, je suivais en direct j'avais un petit transistor et j'écoutais les résultats des spéciales du rallye de Monte-Carlo, etc., etc. Donc, je suis arrivé à combiner les deux parce que quand quelque chose me passionne, je vais jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'était un petit peu scabreux. J'étais parfois dans les nuages, ouais. Je crois savoir que tu pars un peu à l'étranger et ensuite tu fais un IUT marketing Ouais, à Besançon. ouais. C'est là où tu te rapproches un peu plus, on va dire, partant de Draguignan, du nord de la France et donc des Vainqueurs du Mans que tu découvres, tout ça? Oui, alors, quand j'étais en Angleterre, j'allais voir bien sûr les Grands Prix, j'allais voir, j'ai vu à Brands Hatch les 1000 kilomètres de Brands Hatch, où j'ai vu courir les Ferrari, les Porsche, etc. J'ai le Grand Prix d'Angleterre avec Jackie Stewart à l'époque et tous les pilotes, ces pilotes extraordinaires qui ont marqué, qui étaient un petit peu, qui correspondaient à ce qu'on appelait l'âge d'or de la course automobile. À part Jackie Avec, Stewart, lesquels te faisaient rêver justement le plus? il y en avait plein, tous. Que ce soit des pilotes anglais comme John Surtees, mais des Suédois comme Peterson, des même des Français. On a eu quand même Beltoise, on a eu Pescarolo, on a eu des grands Sever, bien sûr, François Sever, donc on a eu des grands pilotes. Et
mais c'est vrai que c'était une époque quand même très dure, parce que je dis pas qu'il y avait des morts tous les week-ends, mais on en a vu beaucoup. Donc, et je me souviens que, oui, c'était un week-end avec un mort, c'était quelque chose qui était à peu près normal, qui était, donc les choses ont bien changé. Mais c'est vrai qu'on avait affaire à l'étoffe des héros, oui. Ouais, tu sais, on a fait un épisode avec Jackie Stewart et c'est ce qui l'a vraiment marqué. C'est à quel point, ça a d'ailleurs été son combat par la suite, la Pour la sécurité. sécurité, ouais, ouais. Ouais, Parce que c'était pas possible de perdre tous ses copains comme si. ouais, puis il en a perdu plus d'une cinquantaine, oui. Ouais, Donc 57 si je me ouais, souviens ouais. bien. Enfin, c'est énorme, c'est hallucinant. Quand on amène tous ses copains au cimetière à chaque fois, c'est un choc qui est dont on se remet difficilement, c'est sûr. Et il en parle effectivement. Jackie en parle toujours avec des trémolos dans la voix parce que c'était des choses qui étaient très difficiles à accepter. Et surtout quand on sait que on peut être soi-même celui qui disparaît pendant le Clairement. week-end. Donc c'était un peu morbide. Mais voilà. Si je reviens à l'enfant rêveur que tu étais et Mm. qui donc part à l'étranger, revient faire ses études de marketing, c'est quoi ton rêve à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors je voulais travailler soit dans l'aviation, soit dans l'automobile, et soit dans l'horlogerie, parce que ce qui m'a toujours plu dans l'horlogerie, c'est le côté immensément petit qui pose énormément de problèmes techniques à résoudre. Et donc, je suis pas ingénieur, mais j'ai toujours eu un amour sans borne pour la technique. Et, on voit pas, on le voit et on le voit en permanence, plus maintenant parce que je suis à la retraite, mais je vois nos jeunes amis qui continuent à bosser dans les développements. Tout est, comme disaient les Anglais, challenging. Tu peux avoir des développements à l'ordinateur, en CAO, CFAO, à l'échelle 5 ou 10 ou whatever, et dans la réalité, ça marche pas. Donc, et ce que je dis toujours, c'est ce côté, il faut avoir un pied dans le 19e siècle et un pied dans le 21e siècle. Parce qu'on en revient parfois à la lime, aux outils traditionnels, et c'est ce qui fait que les choses sont très très belles. Et quand on le voit, par exemple, dans l'aviation, ou dans l'automobile, le nombre de finitions qui sont faites à la main, c'est très intéressant. On a à la fois des objets hyper techniques avec des matériaux très modernes, très high-tech, et par ailleurs une intervention manuelle qui est indispensable. Donc c'est ça qui est, je trouve, très chouette. À partir du moment où tu commences ta carrière justement dans Mmh. l'horlogerie, Mmh. est-ce que tes premiers salaires sont justement dédiés à ta passion, à savoir l'automobile? Est-ce que tu Alors, commences à te faire avec mon plaisir un petit premier peu? salaire, je suis allé, j'étais à Villers-le-Lac, et donc je suis allé à l'agence Renault de Morteau pour acheter une Alpine Renault. Et d'ailleurs, le patron de l'agence me dit: «Mais monsieur, vous avez votre salaire du premier mois, mais est-ce que vous êtes à l'essai?» Donc, c'est très gentil de vouloir acheter une voiture, mais dites-moi, est-ce que votre essai sera concluant? Et je lui dis: «Écoutez, appelez mon patron, il vous dira s'il me garde». Et donc il a appelé, et il lui a été confirmé après un mois. J'ai trouvé ça très sympa de sa part. Mon essai était concluant après un mois, et donc j'ai pu acheter mon Alpine Renault. Donc là, tu as la vingtaine, c'est ça? Ouais, exactement. Je te dis ça aussi parce que Greg Milou, que je connais bien et que tu connais très bien aussi, m'a soufflé que à l'époque où tu bossais chez Lagardère, si je dis pas de bêtises. Alors c'était avant que Lagardère, avant que Matra fédère l'horlogerie française, ouais. C'est ça. Et c'était des sociétés indépendantes. Il y avait des sociétés, des marques comme Yema, Jazz, Cupillard, etc., etc. Et toutes ces marques-là, en 81, ont été fédérées par Matra. D'où le Yema Matra, OK. Ouais. Et qu'à ce moment-là, tu avais
pour ainsi dire, la plus belle voiture du parking. Je crois que c'était une Jaguar, si je dis pas de bêtises. Alors ça, c'était la voiture que mon père m'avait offerte. Et effectivement, lorsque le président de la société est venu, et à l'époque, j'étais directeur export, donc il est venu visiter l'usine. Il a dit, mais c'est à qui cette Jaguar? C'est une Jaguar 3,8 litres, c'était une XJ6. On dit, c'est notre directeur export. Ah ben dis donc, il est bien payé celui-là. Alors que ça n'avait rien à voir, mais ce que j'avais par ailleurs l'Alpine. Mais donc c'était assez rigolo. Donc à ce moment-là, pour ainsi dire, tu mettais tout dans les voitures. Oui, bien sûr. Ouais. Quand c'est compulsif, c'est compulsif. Comment ta carrière évolue? Je crois savoir que tu passes chez Mauboussin quelques années après. Alors après, donc je suis, oui, dans les années, fin des années 80, on avait une usine dans le Haut-Doubs, Matra, et puis Matra avait revendu à Seiko. Et il n'y avait pas de plan stratégique bien établi, et moi j'arpentais la place Vendôme pour faire du business avec les joailliers de la place Vendôme, et je poussais à l'époque les frères Mauboussin à investir dans l'horlogerie, puisque les Mauboussin étaient plutôt des joailliers. Et un jour, les frères Mauboussin me disent, mais écoute, pourquoi on ne ferait pas un truc ensemble? Créer une société horlogère, ce qu'on a fait. Donc on a créé une société horlogère dans laquelle j'avais des parts, et on a développé l'horlogerie Mauboussin. Voilà. Puis après, bon, il y a eu des problèmes familiaux au sein de Mauboussin, et je commençais à, je dis pas être prêt, mais j'avais ce projet en tête de lancer la marque 1000, et voilà, les choses se sont faites assez naturellement. J'avais 50 ans et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je le ferai plus jamais. Et je regretterai toute ma vie. Et grâce à Dieu, ça a été fait. Voilà. Et tu dirais que c'est à cette période de Mauboussin, justement, que tu commences à te rapprocher aussi du sport auto, avec la rencontre avec Patrick Peter, si je crois que ça correspond plus ou moins à ce Alors timing. c'était même avant, avec Patrick Peter, c'était même à l'époque de Matra, puisque on était sponsor de l'Âge d'Or à Montlhéry. Donc c'était un premier pied à l'étrier, et ensuite on est toujours resté en relation, et puis on s'est rapproché à l'époque, après Mauboussin, on s'est rapproché avec Patrick Peter. Alors on a été sponsor, Mauboussin était sponsor du Tour Auto, et puis lorsque la marque a été lancée un jour, d'ailleurs, c'était Alain Mauboussin, je crois, qui m'avait appelé en me disant, il y a Patrick Peter qui cherche à te joindre parce que il va lancer un projet. Il a un projet de course automobile autour des 24 heures du Mans, avec des voitures classiques, etc. C'était le nom de Mans Classique n'était pas encore établi. Et donc je vais le voir, et il me dit, écoute, il faut que tu m'aides, mais bon, dis-toi, je sais que tu te lances, donc je vais pas te casser les pieds avec ça, mais il faut que tu m'aides avec une marque que tu connais, comme je connais beaucoup de gens dans l'horlogerie, si tu peux me filer un coup de main pour avoir un sponsor, parce que sans sponsor, je pourrais jamais démarrer. Et puis, à l'époque, c'était en 2001, et on avait même pas livré une seule montre, mais on avait des commandes. Et je lui dis, c'est quoi le budget? Donc il me dit le budget, et moi, dans ma tête, mon unité de mesure, c'était combien de montres ça pouvait coûter. Et je lui dis, mais écoute, au bout d'une heure ou deux de discussion où on avait approfondi le sujet, je lui dis, écoute, ton sponsor, tu l'as en face de toi. Et là, j'ai vu Patrick Peter changer de physionomie, c'est-à-dire que c'était vraiment ce que les Anglais appellent mixed feeling. Il était à la fois fou de joie et extrêmement inquiet, en se disant, mais est-ce que ce crétin, il sera capable d'assumer ce qu'il vient de me dire? Et c'était le début du Mans Classique où on a démarré.
On a démarré c'était au mois de septembre 2002. Il y avait un peu de monde, mais enfin, c'était pas l'affluence. Je pense que son premier compte d'exploitation était largement déficitaire et tout le monde posait la question, va-t-on continuer? Ne va-t-on pas continuer? Etc., etc. Et aujourd'hui, c'est un succès phénoménal, mondial, qui fonctionne à guichet fermé. Voilà. Donc, c'est une belle histoire. Justement, par rapport à la genèse du Mans Classique, Greg m'a encore soufflé 2-3 petites anecdotes parce qu'il était un peu dans les backstage de cette création. Il me disait que la première fois que tu avais annoncé, non mais le sponsor, comme tu viens de le dire, il est en face de vous, ils auraient sorti une phrase du style non mais Richard Mille, c'est ton prénom, c'est pas une marque, quelque chose comme ça. Ils étaient un peu dans le, comme tu dis, dans le suspense, l'expectative. Ils étaient complètement chamboulés, je pense, par ce changement. Oui, parce que effectivement, à l'époque, je pense que peu de gens auraient mis un copec sur ma tête. Je dirais que le business model était tellement spécial et tellement radical, tellement différent de tout ce qui existait que peu de gens étaient optimistes sur la réussite de ce projet. Voilà. C'est ce qui m'a d'ailleurs encouragé à bien faire et à réussir, mais ça a été quelque chose d'assez épique, effectivement. Et l'histoire du Mans Classique, elle s'inscrit tout à fait dans ce contexte-là où beaucoup de gens étaient très sceptiques. Mais Patrick m'a fait confiance et réciproquement, et du coup, c'est une belle histoire. Et il y a un moment fort aussi par rapport justement au Mont Classique toujours. C'est le moment où en fait tu as découvert qu'une passerelle portait le nom de la marque. Apparemment, ça t'a provoqué une émotion particulière. Je crois que même un petit excès de vitesse qui a valu le fait Oui, parce que, alors, le problème, c'est qu'on allait généralement avec mon ami Tim Malachar, on allait régulièrement vérifier que tout était bien en place. Et moi, chaque fois que je voyais cette marque, elle me parlait en tant que marque. Donc, j'ai toujours dissocié. un détachement, quoi. Totalement. Ouais. Donc, en particulier, il y a des choses qui me gênaient. D'ailleurs, on a retravaillé la police de caractère parce que les lettres, enfin, la police de caractère qu'on utilisait, par exemple, pour des pages de pub, sur des banderoles, etc., les lettres étaient très proches les unes des autres et ça faisait un peu confus. Ça donnait quelque chose de confus. Et donc, du coup, mon approche était vraiment une approche de lisibilité. Et j'avais fait le tour du circuit à fond la caisse pour savoir si on arrivait bien à lire, etc. Et nos amis gendarmes étaient garés un peu plus loin. Et ça m'a valu quelques points au permis, dans le permis en moins. T'as eu beau leur expliquer que c'était pour un souci de lisibilité, ils ont pas voulu entendre cette. Ils m'ont pas cru. Mais c'est très gentil, mais ils m'ont pas cru. Mais d'ailleurs, c'était un endroit idéal pour eux. Ah oui, j'imagine, oui. Tous les gens qui faisaient des repérages. Et d'ailleurs, ce ne sont que des repérages, les gens qui sont en excès de vitesse en général. Absolument. Que ça. Bien sûr. C'est bien connu. Tu faisais écho tout à l'heure à la création de la marque. Tu l'as créée avec ton ami et associé Dominique Guénard. Exact. Que tu as rencontré à Mauboussin, durant la période Mauboussin. Absolument. Qui est, je crois, un passionné aussi d'automobile, d'ailleurs. Il n'y a pas de miracle. et d'ailleurs, chez nos enfants, nous avons aussi les passionnés d'automobile. Donc, les choses se perpétuent. Ouais, c'est un virus qui se transmet, de toute façon, absolument. C'est évident. Ouais. Le lancement de la marque, avant même que tu aies les premières montres, c'est à Bâle, je crois, en 2001, lors d'un salon. T'as même pas de stand. Non. Donc, sans rentrer dans les complexités. J'arpente les allées. C'est ça. Et tu balances les montres par terre. Ouais. C'est quoi le contexte? Non, c'était... En fait, la difficulté, c'était je dirais, de confronter deux univers a priori irréconciliables. C'est-à-dire l'univers de l'infiniment petit
avec des pièces détachées, des composants parfois extrêmement fragiles. Moi, quand on a démarré, tout le monde disait on peut pas jouer au golf avec une montre en 30 tourbillons, etc. Et donc, et c'était passionnant de réconcilier ces deux mondes, le monde de l'infiniment petit et fragile, avec le monde de la vie de tous les jours, la vie sportive, la vie active, etc., etc. Et donc, on avait travaillé et ça, c'est l'influence de la voiture. On a toujours dit qu'un châssis devait être extrêmement rigide, et par contre, tout ce qui devait être bien suspendu devait être suspendu. Et moi, j'avais toujours trouvé que dans l'horlogerie, on utilisait par exemple ce qu'on appelle des ponts, c'est-à-dire les parties qui tiennent les rouages. C'était des pièces extrêmement rigides. Et lorsque la montre tombe, on casse tout à l'intérieur. Bon. Et donc, il y avait, j'avais dessiné comme des triangles de suspension, entre autres sur la cage tourbillon, etc. Tout était suspendu, et par contre, la platine, c'est-à-dire la base du mécanisme, la base du mouvement, elle était en titane, donc extrêmement rigide, pour ne pas utiliser des matériaux meubles comme le maillechort, le laiton, etc., etc. Donc, s'il y a à nouveau cette approche de l'automobile avec de la résistance au choc, de la performance, on était entièrement tourné vers la performance, et on l'est toujours, plutôt que d'avoir des fonctions qui étaient des fonctions, j'allais dire, utiles, mais par exemple, la réserve de marche, pour moi, ça a toujours été quelque chose de lié à la quantité, c'est comme le réservoir d'essence, mais ça n'a jamais été lié à la performance. Donc, vous pouvez avoir une montre avec une très longue réserve de marche et une performance médiocre. Donc, tout le développement a été vraiment axé sur l'amélioration de la performance. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a fait un capteur de couple qui est l'adaptation à l'horlogerie de ce qu'est le contour à l'automobile. Alors en histoire de voiture, on parle de newton-mètre, et en horlogerie, on parle de déci-newton-millimètre, mais c'est exactement la même mesure de valeur, et ça permet de jauger ou de voir la zone de performance ultime de la montre. Comme sur un contour, on fait par exemple sur une voiture de tourisme, je sais pas moi, 5300 tours, on est au couple idéal, etc. Mais c'est la même chose sur les montres. Voilà. Donc c'est toujours été cette approche très inspirée de l'automobile, puis aussi de l'aviation, qui a prévalu sur les montres 1000. Voilà. Donc et c'est pour ça que aujourd'hui, je pense que 90% des clients de la marque sont des fous de l'automobile. Ouais, je pense que oui, on y est. Masculin comme féminin d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont intéressées par la course automobile, et donc c'est quelque chose qui est un vecteur pour nous majeur. Donc à ce moment-là, l'idée c'est vraiment d'avoir zéro concession, là où, en tout cas à l'époque, l'horlogerie était vraiment plus sur... Pas de compromis. Et pas de choses inutiles. Je pense que tu vois une complication comme une phase de lune, pardon, c'est oui, pas quelque ou chose une répétition minute, ça n'a aucun intérêt. Par contre, une montre réveil, alarme, ça nous parle. Donc on a toujours aimé avoir des fonctions utiles, oui. Et à ce moment-là, par rapport justement, si on doit faire encore des ponts sur le sport auto, tout de suite, tu as cette idée d'utiliser aussi les matériaux, je pense notamment au carbone, et vous en avez développé un très spécifique. Ouais. Je crois que McLaren a le droit d'utiliser, mais vous êtes les deux seuls à utiliser au monde. Avec Ron Dennis, à l'époque, on était allé voir un prix Nobel de physique à Manchester, un russe, pour travailler justement sur certains matériaux. Oui. Et ça a toujours été très intéressant. Après, bien sûr, les limites de l'utilisation des matériaux, comme je dis toujours, il faut que ces matériaux soient totalement analergiques.
Par exemple, il y a des matériaux qui étaient extrêmement séduisants, comme l'albémètre, par exemple, aluminium, beryllium, titane. Bon, le seul problème dans ce matériau, c'est qu'il y a du beryllium. Le beryllium crée des maladies de respiratoires, comme le cancer du poumon. Enfin, c'est une forme de cancer du poumon, etc., etc. Donc, bien évidemment, c'est un matériau qu'on a laissé de côté, qui a des capacités, des propriétés absolument fabuleuses, mais c'est hors de question, bien sûr, donc d'employer ce type de matériau. Donc, propriété analergique et puis propriété physique. Ça doit être des matériaux très stables sur le long terme, le plus neutre possible, voilà. Donc, qui correspondent à des cahiers des charges à la fois de légèreté, de résistance, etc., etc. Voilà. Je pense que je sais plus à combien résiste la dernière Nadal qui a été développée, mais à mon avis, elle doit résister à 13 000 G facilement. Ça paraît Donc, complètement ce fou. qui est complètement fou pour une montre, d'ailleurs, qui doit peser autour de 16 grammes. Donc, ce sont vraiment des performances hors normes. Vous n'avez pas eu justement des petites complications pour travailler de tels matériaux, notamment avec les outils qu'il faut? Ça vous est pas arrivé d'avoir Bien sûr. des mèches qui... Oui, oui. Ça a été le cas avec certains matériaux qu'on avait développés avec le CNRS, où les mèches... D'ailleurs, lorsque l'usineur a démarré, il pensait que la mèche entrait dans la matière. En fait, c'est la mèche qui partait en sucette. Donc, il a fallu travailler des outils spécifiques pour pouvoir usiner ce type de pièces. Voilà. Donc, à chaque fois, on découvre de nouveaux univers, mais en même temps, on progresse très vite. Et c'est pour ça que je dis toujours, cette marque est très jeune, mais je pense que c'est l'expérience la plus complète en matière technique de toute l'horlogerie. On a accumulé en très peu d'années une expérience colossale, absolument phénoménale, parce que on a touché tous les domaines. Comme je disais tout à l'heure, la résistance au choc, les matériaux, la légèreté, les éléments de rigidité, etc., etc. Donc, on a une expérience qui est vraiment fabuleuse. Et je crois savoir aussi que les passions que tu as pour l'automobile, l'aérospatiale, se retrouvent un peu partout. Tim m'avait même glissé qu'à l'époque, le siège que tu avais en face de ton bureau, c'était un siège éjectable de F-16. Oui, exact. Et que ça lui avait fait un peu peur à l'époque. Tim est à côté. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Mais c'est vrai que ouais, j'ai plein de trucs comme ça. J'ai par exemple tous les manuels de maintenance de Concorde. Ça fait pas mal de cartons, ça. C'est à nouveau, c'est quelque chose qui est infini. Enfin, on ne peut pas s'en lasser. Je me mets à ta place. Tu as dû bosser énormément, c'est même sûr. Est-ce que le sport auto était un peu ton exutoire, le vivre ou en être spectateur pour justement te ressourcer un petit peu? Oui, on a même fait de la course automobile. Alors, mon ami Dominique Guenat continue. Moi, comme j'ai une rencontre du troisième type avec un mur à Imola, ça m'a un peu refroidi, dois-je dire. C'était quand ça? Oh, c'est il y a quelques années avec j'ai eu une rupture de suspension à l'arrière, la roue arrière s'est ouverte et je suis parti dans le mur. Et donc ça m'a un peu calmé, mais mon fils continue. Enfin, non seulement il continue, mais il adore la course automobile. Mon fils Armand, donc il adore ça. Ma fille Jeanne aussi. Donc les choses se perpétuent. Oui. Quelle est la manière dont tu vis que ce soit les Vainqueurs du Mans ou un Grand Prix de Formule 1? T'aimes bien être vraiment au contact on va dire du public classique, ou tu préfères
je crois savoir que tu aimes bien te balader d'une friterie à une autre, enfin de vraiment vivre le moment un Ouais. petit peu Oui, oui. pur. Alors, comme je suis le président de la commission endurance à la FIA, donc je vais quasiment sur toutes les courses d'endurance. Euh, donc du coup, j'ai beaucoup moins d'occasions d'aller sur les grands prix de Formule 1, mais j'adore. Enfin, d'ailleurs, on essaye en endurance de retranscrire cette ambiance qu'on trouvait euh, avec une proximité pour les spectateurs. Et d'ailleurs, je le vois parce que l'endurance a pris une expansion incroyable, puisque pour les 24 heures du Mans, mon ami Pierre Fillon me disait que tout a été vendu en 2 jours. Ça fonctionne à guichet fermé. L'an dernier, il y a plus de 100 000 personnes sur la waiting list. Donc l'endurance, c'est pas que les 24 heures du Mans, mais à Imola, il y a 80 000 personnes, à Spa, pareil, etc. Et chaque année, et on le voit cette année avec l'arrivée d'Aston Martin, plus dans les années à venir de marques comme Hyundai, Ford, McLaren, etc. La grille est une grille spectaculaire. C'est du jamais vu, et c'est vrai que quand on a repris en main l'endurance il y a quelques années, là aussi, je pense peu de gens auraient mis des copecs sur nos têtes parce que l'endurance vivait des moments très 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 difficiles. Et aujourd'hui, c'est un succès en refuse du monde. Donc les sélections pour le championnat du monde sont des sélections très dures. On a refusé des marques importantes parce qu'on n'a pas de place, on n'a pas assez de place. Voilà. Donc, et ça, et justement ce qu'on essaye de faire, c'est recréer cette proximité qui est nécessaire entre le public et puis les voitures, les écuries, les pilotes, etc. Et d'ailleurs, ça crée une ambiance qui est vraiment unique. Même notre ami Alonso, qui est connu comme un animal à sang-froid, a beaucoup aimé son passage en endurance. Ouais. Tu es président de cette commission de l'endurance depuis la présidence de Jean Todt. Oui. Comment tu as réussi J'ai l'impression que tu as eu vraiment ce rôle de fédérateur, parce que on le sait quand même, il y a pas mal de jeux de politique, et tu as réussi à arriver un peu comme un élément, tu me dis si je me trompe, mais neutre, qui a mis un peu tout le monde autour de la table pour aller dans un autre sens et prendre une autre direction. Oui. C'est comme ça que tu le vois aussi ou pas? En fait, c'est vrai que l'endurance vivait des moments difficiles, et avec mon ami Pierre Fillon, et on a beaucoup travaillé, et avec également Frédéric Lequien, on a beaucoup travaillé pour ce renouveau de l'endurance. On a oublié ce que pouvaient être les anciennes tension FIA, CO, etc. Pour vraiment travailler la main dans la main. On est allé tirer des sonnettes à une époque où je peux vous garantir que là aussi on ne donnait pas cher de la survie de cette discipline. À un moment où tous les boards bloquaient les budgets, il a fallu prouver que l'endurance pouvait se faire aujourd'hui avec des budgets raisonnables, et avec des voitures extraordinaires, magnifiques, des voitures superbes, et des marques légendaires. Voilà. Donc ça a été alors on n'a pas été décisif parce que Sisyphe, la pierre redescend à chaque fois, donc là on a réussi notre coup, mais c'est vrai qu'on est passé par des moments très compliqués, très difficiles, où il a fallu convaincre beaucoup de gens, parce que tout le monde le sait, l'automobile vit des moments qui ne sont pas faciles, et la course automobile, si l'on s'en souvient, il y a quelques années encore, était considérée comme politiquement inacceptable, alors qu'aujourd'hui la course automobile est redevenue un élément essentiel en matière de signal que veulent donner les marques.
tout ça avec des budgets raisonnables et puis avec beaucoup d'efforts qui ont été faits en matière de politique. On a beaucoup travaillé tous les paramètres écologiques, la réduction du nombre de pneus, l'e-fuel, l'arrivée de l'hydrogène, etc. Donc on fait très attention à ce que à maîtriser tous ces éléments pour qu'un avenir un peu radieux et que la course automobile soit pas jetée aux orties. Donc ça a été beaucoup de paramètres à aligner et pour faire de l'endurance à nouveau un succès. Mais c'en est un, donc on se réjouit. C'en est un avec notamment la catégorie hypercar. Oui, bien sûr. Tu fais le modeste, mais tu y es pour beaucoup aussi si cette catégorie existe maintenant. Oui, on s'est bien amusé. Je dirais que c'était très compliqué au départ, à nouveau parce que convaincre des groupes importants d'arriver comme Porsche, BMW, Ferrari, Aston, Cadillac, etc., et j'en passe, Alpine, de venir en endurance, alors que beaucoup d'entre eux ont déjà des programmes bien établis, parfois en Formule 1. Et ça a été compliqué de convaincre les boards au moment où on ne parlait par exemple que de l'électrique. Et il a fallu donner beaucoup de garanties, à la fois en matière de budget, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également en matière écologique, avec tous ces travaux qui finissent par payer aujourd'hui. Ouais. Si je reviens sur le sport auto et ta pratique avant ce fameux coup à Imola qui t'a un peu refroidi, tu as fait plusieurs fois le tour auto, notamment une fois avec Tim Alassar qui est à côté. Exact. Avec la Matra, la MS 650, si je dis pas de bêtises. Exact. Donc une barguette ouverte, sous la pluie, évidemment. Alors, on a fini, c'était l'avant-dernier jour, donc on a fait toute l'étape sous la pluie. Alors, c'était sympa quand on roulait. Lorsqu'on était au feu rouge, c'était un peu plus scabreux. On a pris de belles rincées, on était assis dans une mare d'eau, mais on s'est bien marré. C'était très sympa. On est passé pour des héros. C'était très rigolo. C'est bien marré. Ouais. C'est quoi tes autres souvenirs un petit peu justement du tour auto ou d'autres courses? Bah, avec la GT40, quand j'avais fait avec mon ami Yvan Mahé, on était troisième, non, je dis des bêtises. On était troisième la veille de l'arrivée. Et puis on a cassé c'est une boîte qui est assez complexe, la boîte de la GT40, et on a cassé une fourchette en faisant une marche arrière, tout simplement. Elle est restée bloquée, la voiture, et ça s'est terminé sur la remorque. Bon. Tu me dis si je me trompe, mais Yvan Mahé, donc c'est un grand préparateur de voitures de course, un de tes amis. Oui. Sur une GT40, justement, parce que c'est une voiture que tu affectionnes particulièrement, tu en as eu plusieurs. Sur une certaine, je la connais pas, mais il y avait des voies assez étroites. Oui. Et tu lui avais demandé d'élargir les voies pour un rallye qui s'est plus ou moins terminé. Alors ça, c'était la course de côte du Ventoux, du Mont Ventoux. Alors, on avait des voies assez larges à l'arrière. Et il voulait pas le faire à la base? Et je n'imaginais pas qu'elles étaient aussi larges. Et donc j'ai voulu couper un virage. Il y avait un rocher qui était assez coupant, et on a explosé le pneu, et ça s'est arrêté après quelques virages, effectivement. Et lui, à ce moment-là, t'as dit, tu vois, t'en aurais pas dû faire la transformation, c'est ça? Exact. Je confirme. Bah oui. Et sur d'autres courses, peut-être d'autres courses on a fait aussi le tour auto avec la Stratos, Lancia Stratos, et puis surtout on a fait le tour auto avec la Ford Galaxy, une voiture extraordinaire. Donc c'était très rigolo parce qu'on l'a faite par contre, on a fait le tour auto en régularité, mais dans les courses de côte c'était sympa parce qu'on prend quasiment toute la route. Donc pour ceux qui essayent de nous doubler, c'est quasiment impossible. Donc on s'est fait beaucoup d'ennemis jusqu'à ce que les organisateurs décident de nous donner 2 minutes d'avance, parce que la Ford Galaxy est énorme, elle est très lourde. Bon, elle a un moteur de Cobra.
mais dans les courses de côte, c'était un peu poussif, donc on s'est bien marré. Tu parlais de la Lancia Stratos. Est-ce que c'est une voiture que tu as vu rouler en rallye plus jeune? Ouais. Faut imaginer quand même, c'est un coupé Berton, ça n'a aucun sens que ça soit une voiture de rallye. Est-ce que c'est pour ça que c'est une voiture qui t'a marqué et que tu as voulu avoir Alors, plus tard? pour plusieurs raisons. D'abord, la ligne de la Stratos est une ligne. Enfin, moi, les gens me disent la dernière voiture je pense que la dernière voiture que je vendrai, c'est la Lancia Stratos. J'ai cette voiture, je l'ai dans la peau, j'adore cette auto, je la trouve absolument magnifique, les lignes sont parfaites, très contemporaine d'ailleurs, hein, elle n'a pas pris une ride. C'est une bête de course qui a été en plus étudiée pour la course, le moteur est très central. Le bruit du Dino Ferrari est absolument somptueux. C'est un bruit qui est magnifique. Et donc, elle a tous les ingrédients. À piloter, elle est géniale. Cette voiture est géniale. Donc, vraiment, c'est une voiture qui a tout pour elle. Et c'est une voiture de légende, là aussi. Je crois savoir que tu allais même chercher tes enfants avec une Alitalia, une Stratos Alitalia. Ouais. J'imagine un peu les enfants d'à côté, enfin les camarades de Alors, classe. ça dépend parce que ma fille, il fallait que je la laisse assez loin de l'école parce que elle avait honte. Mon fils, c'était différent. Lui, il fallait vraiment le mettre devant, quoi. Ouais. C'est assez marrant. Et par rapport aux autres souvenirs que tu peux avoir, je pense que t'en as plein évidemment sur la course auto. Cette fois-ci, c'est Tanguy et Thomas qui m'ont glissé une petite anecdote sur la course des 10 000 tours de l'horloge. Ouais. Je crois que tu roulais avec une Ferrari, une de TF1. Et donc c'est une Ferrari, évidemment, c'est une voiture italienne. Et que tu lui murmurais à l'oreille, en fait, pour qu'elle chauffe, pour elle prenne bien sa température, pour que... Ouais. T'aimes bien les personnifier? Alors non, c'était en levée de rideau, je pense, d'une course de Patrick Péter. C'était pas aux 10 000 tours. Ah si, c'était aux 10 000 tours. Pardon, tu as raison. Non, c'est juste, c'est aux 10 000 tours. Et la 312T, qui est une voiture fabuleuse, qui a une boîte de vitesse merveilleuse. Vraiment, je pense que c'est la boîte de vitesse la plus élaborée, mécanique donc, qui est la plus élaborée qu'on ait pu faire. D'ailleurs, j'ai roulé à Suzuka aussi avec, au Japon. Ça a été un bonheur infini. Cette voiture est géniale. Le bruit, en plus du moteur Ferrari, c'est incroyable. Donc c'est une voiture qui n'apporte que du bonheur. Et donc effectivement on a tendance à, on se sent en plus on est tellement bien assis, tout est tellement bien disposé, que ce soit le volant, le levier de vitesse, etc. Donc on fait corps vraiment avec la machine. Et c'est une voiture à laquelle on parle facilement, oui. Tu parles en italien ou en français? Alors, lorsqu'elle est plus rétive en italien, et sinon en français. Est-ce que finalement, tu dirais pas que les voitures qui t'ont fait rêver plus jeune, c'est celles que tu as envie de Bien sûr. posséder Oui, après? bien sûr. Oui, absolument. Oui. Là, par exemple, on parlait de la Stratos. Moi, j'allais voir le rallye de Monte-Carlo qui passait dans le Haut-Var. Donc, j'ai vu Sandro Munari, Val-de-Garde, etc. J'ai vu tous ces pilotes. Et c'est pareil pour l'Alpine. Rallye de Monte-Carlo avec notre ami Jean-Claude Andruet, Nicolas, etc. C'était génial. Donc ce sont des voitures inoubliables. Donc tu as vraiment un éclectisme, que ce soit de la Formule 1, même si je crois que c'est vraiment ta principale passion, les voitures, les Formule 1 des années 70, on va dire. Ouais. Mais aussi GT et aussi Ouais. voitures plus standard, quoi. Ouais. Enfin, plus de série. Ouais. J'ai peu de voitures de route, en fait. Surtout de voitures de course, ouais. Parce que c'est vraiment, ce sont ces voitures qui m'ont marqué, qui ont marqué ma vie, ma jeunesse, oui. Et ce qui t'importe, c'est que ces voitures précisément étaient pilotées par des personnes que tu as adulées plus jeunes, que tu as Oui, vues bien plus sûr, jeunes? absolument. Oui, et puis des voitures. En plus, ce qui était très intéressant, c'est le fait aussi d'avoir des motorisations
extrêmement là aussi éclectique. On avait aussi bien si on parle de V12 ou de Flat 12 whatever, mais que ce soit un V12 BRM, un V12 Matra, un V12 Ferrari, c'est absolument pas les mêmes bruits. Et la musique est très très différente. Le V8 Cosworth donnait également un autre type de musique. Donc on reconnaissait les voitures au bruit. Ce qui était formidable, ce qui est plus le cas aujourd'hui, mais je pense que cette année en endurance avec Aston Martin, on va avoir à nouveau de belles sonorités. Mais je parle en endurance, oui. Mais c'est vrai que on avait à la fois des formes très différentes, parce que il y avait la griffe d'un designer à chaque fois. Donc, il y avait des partis pris. Aujourd'hui, bien évidemment, avec l'informatique, on a des voitures qui sont toutes très, très proches les unes des autres parce qu'il y a des règles aérodynamiques qui sont incontournables. Mais à l'époque, il y avait des partis pris, bien sûr, qui étaient faits, qui étaient pris et qui faisaient en sorte que les voitures étaient souvent très, très différentes les unes des autres. Donc, elles étaient très reconnaissables. En dehors, bien sûr, de leur couleur. Donc, et ça, c'était très sympa. Et il y a des choses aussi, d'ailleurs, souvent j'en parle, il y avait une approche aussi très créative. Par exemple, si on prend le cas des casques, les pilotes avaient des casques extrêmement reconnaissables, de très loin. Je veux dire, le casque de Jackie Stewart, de François Sever, de Graham Hill, ils étaient reconnaissables à des centaines de mètres. Aujourd'hui, les casques des pilotes, d'ailleurs, ils changent de casque tous les week-ends, et en plus, les casques, je trouve, ont moins de dimension artistique que ce qu'ils n'avaient à l'époque. Donc, ils sont très bigarrés, Ils sont plus ils dans le sont détail. assez confus. Ouais. Oui, c'est Ouais. assez enfin, mais il n'y a pas de personnalisation extrême. Mais j'étais content, par exemple, de voir que notre ami Hamilton, Lewis avait un casque très identifiable cette année. Alors après, je sais pas s'il va le garder toute la saison. Tu parles du casque jaune. Ouais. Ouais, il est Et très beau. je trouve que c'est chouette d'avoir des casques identifiables parce que les voitures étant très proches les unes des autres, à part les couleurs bien évidemment, et les casques étant très peu reconnaissables, je trouve que pour les fans et les spectateurs, c'est un peu ennuyeux. Et c'est chouette d'avoir des identifications fortes. Et j'étais content, par exemple, j'étais au lancement de la nouvelle Cadillac Hypercar cette année. Ils ont fait un gros travail également sur les casques et sur les combis des pilotes pour personnaliser et les rendre très identifiables, etc. Donc ça, c'est bien. Tu parlais du bruit des voitures qui est, je pense, très important pour la plupart des personnes passionnées automobiles. Comment tu as fait pour vivre le confinement? Parce que le confinement, on ne pouvait pas bouger, donc tu ne pouvais plus démarrer tes voitures. Est-ce que tu as trouvé un petit stratagème pour avoir cette mélodie quand même? Non, mais bon, après, je dirais que l'automobile est une obsession, mais pas au point de ne pas pouvoir vivre sans elle. Donc, il y avait d'autres sujets de préoccupation, d'ailleurs, pendant le confinement. Mais c'est vrai qu'il était temps que ça s'arrête. Il était vraiment temps que ça s'arrête. Mais le bruit et d'ailleurs c'est très paradoxal tout ce qu'on vit. Par exemple, moi je sais que dans Paris, une voiture électrique c'est chouette. Je trouve ça très très chouette. J'ai vu que certaines marques créent du bruit dans leur voiture électrique. Moi, ce qui me gêne, parce que je trouve ça totalement inutile. En plus, le bruit n'est pas très très beau. Donc, je trouve aussi c'est bien que l'automobile trouve sa raison d'être dans des univers différents, etc. Sur les circuits. Allons-y gaiement, quoi. Allons-y gaiement. Mais je trouve qu'en ville, c'est très bien l'électrique, oui. Si je reviens un petit peu à la marque Richard Mille, donc vraiment je fais la séparation comme tu l'as fait.
Est-ce que tu imaginais que ça aurait un tel succès? Et est-ce que finalement ça n'a pas été aussi un moyen pour toi de réaliser des rêves par rapport à l'automobile? Je pense au partenariat avec, McLaren ou plus tard avec Ferrari. Est-ce que tu t'imaginais que tu en serais là, 15 ans plus tard? Non, non, franchement non. Les choses sont faites au fur et à mesure, mais non. Mais peut-être aujourd'hui, après, avec le recul, on peut quand même imaginer que ça pouvait être une suite logique. Parce que, on s'aperçoit en matière de philosophie, Ferrari ou McLaren sont des marques qui ont toujours été obsédées par la performance, nous aussi. Heu Notre rapport à la course automobile, il n'est plus, il n'est plus à démontrer. Donc tous les éléments quand même convergeaient pour que, puis bon, même si on est une marque jeune, on a dépassé le stade du teenager, mais on reste une marque jeune, mais qui a quand même maintenant de la bouteille et de l'expérience. Donc le rapprochement, je dirais, s'est fait de manière naturelle et logique. Ouais. Quel souvenir tu gardes justement de cette rencontre quand il y a eu un partenariat de signé avec McLaren? Puisque vous êtes devenu vraiment, Tag Heuer je crois partait à ce moment-là et vous êtes devenu Exact, vraiment la marque, officielle. exact. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment 2 comme 2 visions dans ta tête? La vision de l'enfant qui voyait toutes ces trésors et en même temps la vision du Non. créateur de la marque? Non, c'était une approche très professionnelle. J'ai toujours aimé. Alors même si les univers sont liés, bien évidemment, même si tout cela est assez logique, mais c'était vraiment scindé. C'était vraiment une approche très professionnelle et encore aujourd'hui, on est plus obsédé par la position du logo sur la voiture, la taille du logo, la visibilité du logo, donc que que par toute autre préoccupation. Donc non, ça reste très professionnel. Et comment ça s'est fait avec Ferrari? Parce que j'imagine que quand vous signez avec McLaren, vous imaginez pas forcément de signer avec une deuxième marque dans la foulée. Ouais. C'est eux qui sont venus, vous Alors, voir? il y avait chez Ferrari beaucoup, que ce soit du côté d'ailleurs de John Elkann comme Charles Leclerc, il y avait beaucoup de pression pour qu'on puisse travailler ensemble parce que ce côté un petit peu, j'allais dire assez radical, de la démarche 1000, qui est qui est un, heu, qui est une démarche quand même, oui, plus radicale que marketing pur. On a toujours essayé. On a horreur des gimmicks dans cette marque, donc on a toujours voulu être euh, très sincère dans le signal qu'on donnait, tenir nos promesses, et en même temps, quand on dit qu'on aime la performance, on le prouve. Et donc, je pense que ce côté-là a beaucoup plu à Ferrari, comme ça avait plu à McLaren. Après, bon, la cohabitation entre les deux, mais pour finir, c'est faite naturellement parce que ce sont deux marques importantes et puis qui ont compris que notre amour pour l'automobile pouvait s'exprimer de manière un peu élargie, voilà. Et je dois dire que chez Ferrari, oui, ils nous ont accueillis parce qu'ils savaient qu'on allait faire des motos à 5 pattes, ils savaient qu'on allait faire des choses extraordinaires, et c'est ce qui est le cas parce que j'ai vu récemment différents projets que nos jeunes mènent à bien. Il y a des produits sensationnels qui sont en train d'être mis au point et qui vont bientôt sortir, etc. Donc là aussi, il y a une vraie cohérence. Tu parlais de Charles Leclerc, il fait partie des athlètes partenaires. Oui, Hem, qu'on a connu en culotte courte. ouais, tout petit. Oui, bien sûr.
Comment t'es venue justement cette idée de non pas passer d'une, tu sais quand les gens arrivent les athlètes arrivent sur le podium par exemple, à porter la montre, mais plutôt toi de faire vivre des choses à la montre, dans leur Alors, art? là aussi, on parlait de marketing tout à l'heure. Nous, on essaye d'éviter ce qu'on appelle le marketing bullshit. C'est-à-dire que on prend un partenaire, un athlète ou whatever, et on le prend en photo comme ça, avec la montre, pour bien que... En fait, c'est pas notre truc. Nous, on a toujours considéré que euh, la montre, enfin, nos lettres de noblesse devaient se faire sur le champ de bataille. Donc c'était le cas avec Nadal, c'était le cas avec Charles, c'était le cas avec Massa, qui a été le premier partenaire, hein, qui était venu à l'époque avec Nicolas Todd. Je me souviens la première fois qu'on a mis une montre tourbillon au poignet de Massa, tout le monde avait dit mais la montre va pas durer plus d'un tour. Ça. En fait, elle a fait une saison complète. Elle marchait remarquablement bien. Quand elle était démontée à la fin de la saison, ses performances étaient toujours remarquables, et alors qu'une Formule 1 a tous les ingrédients pour tuer une montre mécanique, que ce soit léger, que ce soit les vibrations, que ce soit... C'est assez brutal. Et la montre a parfaitement fonctionné tout au long de la saison, alors que même notre ami Felipe a eu quelques sorties de route mémorables. Donc, et ça a prouvé que on pouvait justement réunir ces deux univers dont je parlais tout à l'heure, de l'infiniment petit et fragile et de la vie active, c'est le cas de le dire. Je Et crois que tu faisais après, ça référence c'est... même au GP d'Hongrie, quand il a un crash. Je crois qu'elle a résisté à ce crash, c'est ça? Oui, alors quand il est reparti, quand Philippe est reparti en avion sanitaire, hein, parce qu'il est passé vraiment à deux doigts de la mort, hein, donc ça a été quelque chose d'extrêmement sérieux, son crash, puisqu'il a, je rappelle qu'il a pris une suspension dans son casque et c'est passé à quelques millimètres. Et quand il est reparti, après avoir été sauvé, il est reparti au Brésil en avion sanitaire. Tout le monde l'a vu remonter dans l'avion avec sa montre. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se demandait est-ce que c'est bien la montre avec laquelle... Et c'est Felipe lui-même qui a répondu en disant oui, oui, c'est bien celle-là. Elle a bien résisté, elle marche toujours, etc., etc. Ça a été un clin d'œil euh, qui a été assez mémorable. Oui. Tu parlais de Nadal, donc le tennisman. Je crois savoir que Nadal a essuyé pas mal de... Enfin, ça a été presque un laboratoire aussi par rapport au bracelet. Au début, c'était de Oh, par pas que le bracelet d'ailleurs. Ouais. Pas que le bracelet, il a cassé beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on lui demandait. Donc, quand il a commencé à s'entraîner avec la montre, les verres sautaient, la cage tourbillon sautait, les aiguilles sautaient, le remontoir se cassait, et il s'écorchait quand il faisait le revers à deux mains. Il s'écorchait le poignet, il m'envoyait des photos de son poignet en sang, parce que la boucle, donc on a développé une boucle spécifique en carbone avec un bracelet en velcro pour Rafa, etc., etc. Donc tout ça c'était chouette parce que en plus sont des belles histoires et ce sont des histoires vraies et en définitive c'est ce qui a permis comme je le disais tout à l'heure, la dernière Nadal de résister à 13 pilegés ou je sais pas combien, donc on a pu mettre au point ces usines à gaz ou ces moutons à 5 pattes qui fonctionnent parfaitement dans toutes les circonstances. Et à chaque fois que vous avez besoin de développer une fonctionnalité, vous le faites. Je pense que tu parlais de jet. Je crois qu'il y avait une montre de Sébastien Loeb qui avait un capteur de jet. Oui, exact. 4 sorties de route, c'est ça? Exact. Oui, ou même en matière de jets latéraux, jets longitudinaux, c'est très rigolo, mais ce qui peut être aussi amusant dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire vous avez une montre capteur de jet, et puis vous avez une réunion un peu tendue, vous tapez du poing sur la table et vous dites tiens, ça fait XG. Donc et ça, à chaque fois ce sont des anecdotes, mais avec des bases techniques fonctionnelles. Ouais.
Tu en as d'autres des anecdotes justement sur des fonctionnalités que tu as dû faire développer parce qu'il y avait un problème ou une volonté? Je pense à Alain Prost, je crois qu'il fait beaucoup de vélo aussi. Ouais, oui, par exemple, la montre d'Alain, c'est alors, Alain, on ne voulait pas, faire du premier degré, c'est-à-dire on n'allait pas faire une énième montre dédiée à l'automobile et comme on sait que c'est un fou de vélo, donc on a fait une montre avec un totalisateur de kilomètres parce que, en fait, quand on discute même avec des coureurs professionnels, on leur demande le nombre de kilomètres qu'ils ont accomplis depuis le début de la saison et les types sont incapables de répondre la plupart du temps, même s'ils sont, avec leur totalisateur, électronique, l'ordinateur, tout ça et cetera. Ils sont incapables de dire s'ils ont fait 15 000, 17 000, 20 000 kilomètres et cetera et cetera. Et donc on a mis au point un système mécanique parce que chaque fois, bien sûr, c'est comme par exemple, on a fait une montre aviation qui a mis 7 ans de développement, c'était extrêmement compliqué, qui donnait des paramètres, par exemple, qui étaient capables mécaniquement de vous donner la correspondance entre les kilomètres et les knots, ou entre les gallons et les litres. Comme je dis toujours, des choses que une tablette vous donne en 3 millièmes de seconde. Et nous, ça nous a pris 7 ans de développement. Mais pourquoi? Parce que, oui, comme on a toujours aimé dire, c'est un peu la montagne qui accouche de la souris. Ce sont des développements majeurs, très importants, très compliqués. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, une fonction, toute seule, elle marche, mais quand vous la couplez avec plusieurs fonctions, ça devient un mal de tête terrible. Et à chaque fois, donc, des œuvres d'art et des choses qui sont à la fois utiles, mais extrêmement compliquées à réaliser pour Alain. Donc, c'était le totalisateur de kilomètres. C'est-à-dire, vous faites votre balade, vous avez des poussoirs avec des dizaines et puis des unités, et puis vous mettez le nombre de kilomètres que vous avez effectué, etc. En plus, c'était une montre qui était plutôt ergonomique, qui était faite pour rouler avec, etc. Donc, qui a eu beaucoup de succès et c'est encore une montre qui marque un peu l'histoire de l'horlogerie, oui. Tu en as d'autres des modèles un peu qui t'ont marqué comme ça sur un problème qui t'a été posé et finalement une réponse et des années de développement évidemment? Oui, alors, je dirais que, en fait, ça n'a été que ça, que des suites de problèmes et de maux de tête, comme dit Churchill, du sang et des larmes. Par exemple, la Ferrari ultra plate. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une montre qui a un vrai boîtier, c'est-à-dire que on a des concurrents qui ont fait une montre très plate, mais avec le fond du boîtier qui faisait office de mouvement. Nous, on a à l'intérieur un mécanisme qui est totalement indépendant du boîtier, donc qui fait 1 millimètre d'épaisseur, grosso modo. Donc un record du monde, un truc extraordinaire, et qui est en plus une œuvre d'art, le mouvement, et d'ailleurs c'est dommage qu'on ne le voit pas, d'ailleurs on est en train de s'en occuper, parce que je sais que ce mouvement est une telle beauté, et lorsqu'il a fallu faire en sorte que cette montre tombe bien sur le poignet, soit ergonomique, lorsque l'on serre le bracelet, étant donné l'épaisseur de la montre, que la montre ne se plie pas, donc il y a une vraie rigidité, donc une résistance à l'arrachement, qu'elle soit étanche, etc., etc. Et là, vous commencez à rentrer dans des maux de tête qui n'en finissent pas. Parce que en plus, elle doit fonctionner, elle doit être fiable, mais en même temps avoir toutes ces caractéristiques d'étanchéité, etc., de résistance au choc, etc. Donc chaque fois, ce sont des gageurs que nos équipes, sur lesquels nos équipes travaillent. Ils se régalent parce que ce sont des passionnés, mais c'est très compliqué. Est-ce que tu leur, enfin, la philosophie leur demande toujours finalement d'être à mi-chemin entre cette performance qui est de mise Ouais. partout
et la recherche du beau aussi, en tout cas du bel objet. Oui, et puis un objet très identifiable toujours, très, esthétiquement effectivement, très joli, c'est chouette, et puis on a des garanties de 5 ans. Donc on ne rigole pas, c'est 5 ans, c'est long lorsqu'on fait mal le travail. Donc grâce à Dieu, on a un taux de retour qui est extrêmement faible parce que là, on a une qualité et le fait de travailler justement avec des partenaires, sportifs, parfois de l'extrême, ça nous oblige à faire des développements, colossaux et très aboutis. Ah ouais. Tu parlais tout à l'heure de Charles Leclerc et le fait que tu l'as rencontré en culotte courte, donc très jeune, qu'il a été un des vecteurs qui a fait que ça s'est fait plus tard avec Ferrari. Comment ça s'est fait justement cette rencontre avec que tu connais Alors avec moi je l'ai Charles? connu assez tard Charles en fait parce que, il courait essentiellement à l'époque bien sûr il courait en kart, après il a couru, il s'est mis encore dans toutes les catégories, différentes et on n'avait pas, on n'avait pas toujours la possibilité d'aller sur les circuits, ça s'est fait un peu tardivement mais par contre on l'a aidé, pas depuis le premier jour mais presque donc on a on a été là. Il a été d'ailleurs, il il a toujours, Charles a toujours été, extrêmement reconnaissant, de ce qu'on avait fait pour lui. Donc, c'est quelque chose qui est très touchant. Toujours sympa d'avoir cette gratification, du remerciement et du fait qu'on n'oublie pas, tout cela. Donc c'est pour nous très touchant, oui. Il y en a beaucoup évidemment des partenaires de la marque, on va pas tous les citer. Il y en a un autre qui est un peu en dehors de l'automobile pour le coup, mais je crois savoir que l'histoire de départ qui vous a liés est assez amusante. C'est Pharrell Williams. Comment ça s'est fait le démarrage? C'est pas à cause d'une Alors, chanson? c'est à cause d'une chanson qu'il avait avec, Gwen Stefani et un jour, moi je me souviendrai toujours, j'étais à Singapour, j'étais avec notre partenaire asiatique qui s'occupe de la distribution en Asie et puis, mon assistante m'appelle et me dit: «Vous devriez aller acheter le CD», parce qu'à l'époque c'est les CD, de Pharrell Williams, ce dernier. Alors, j'ai dit: «Pourquoi?» Elle me dit: «Ah, achetez-le et puis, vous m'en direz des nouvelles». Donc et puis effectivement, il y a cette chanson, qu'il chante avec, Gwen Stefani et où il parle d'un montre Richard Mille. Je vais pas dire les détails parce que ça n'est pas forcément racontable et Chacun ira écouter. exactement, chacun ira écouter et il parle d'une montre tourbillon Richard Mille dans son truc et c'était assez marrant et donc alors moi j'ai demandé ses coordonnées puis on est rentré en contact et depuis c'est une, ouais, c'est une histoire d'amour. Il est d'une fidélité, totale à la marque. On a fait des produits, extrêmement marrants avec lui parce que c'est lui aussi, il aimerait aller sur Mars. Et il est assez épatant, Pharrell. Tu dirais que c'est le point commun de toutes ces personnes, peu importe leur domaine, c'est que c'était des rêveurs plus jeunes, ou toujours d'ailleurs? Oui, alors il y a cette dimension alors, il y a surtout cette dimension humaine. Nous, franchement, on a toujours travaillé avec des gens avec lesquels on se sent bien et je vois, nos enfants, nos jeunes générations continuent exactement dans la même, lignée. Il y a ce côté, j'allais presque dire familial, qui fait qu'ils se sentent bien. On est dans un monde, parfois impitoyable, où les athlètes peuvent se considérer comme des citrons qu'on presse. Lorsqu'il n'y a plus de jus, on les jette. Bah nous, non. Par exemple, Massa, Felipe, avec lequel on a démarré, on est toujours avec lui. Il fait toujours partie de la famille et, et ce qui est très sympa, c'est que nos clients adorent ça. Ils adorent voir cette marque qui est jeune, mais qui est d'une fidélité à toute épreuve, qui n'oublie pas les partenaires qui l'ont accompagné pendant des années
Et il y a cette espèce de reconnaissance réciproque qui crée quelque chose d'absolument unique. Et ils sont avec nous dans les mauvais jours aussi, parce qu'on a eu beaucoup de blessés. Hein. L'infirmerie a été parfois avec nos amis comme Wade Van Niekerk. Rafa, j'en parle pas. On a toujours été là. Et donc, ça crée des liens qui sont indestructibles, oui. Et je dis à nouveau, nos clients adorent ça, adorent cette approche qui est une approche vraiment extrêmement à la fois sensible, mais aussi foncièrement solide. Et c'est bien, je trouve, pour une marque jeune, d'exprimer toutes ces valeurs. Tu le disais tout à l'heure, tu as pris ta retraite depuis maintenant 3 ans. 3 ans, c'est Ouais. ça? Pour autant, t'as pas le quotidien d'un retraité classique. Non, parce qu'il y a plein d'activités. C'est ça. Donc, Ouais. tu es retraité d'une activité, mais tu en as Voilà. commencé d'autres. Mm. Donc, il y a la FIA, évidemment, qui te prend, j'imagine, finalement un plein temps. Oui. Enfin, bon, aujourd'hui, les choses roulent un peu plus, mais c'est vrai que c'est par moments intense. Oui, c'est par moments intense. Il y a aussi ce projet de maison d'édition, Cercle d'Art. Oui. C'est pas Cercle. C'est Cercle d'Art. C'est une société qu'on a rachetée il y a pas mal d'années, qui est une maison d'édition qui avait été créée par Picasso. Et puis sur un plan personnel, donc il y a une société qui s'appelle DPPI, qui est une maison de photographes talentueux, qui regroupe des photographes talentueux qui s'expriment aujourd'hui d'ailleurs plus que jamais beaucoup dans le domaine sportif, beaucoup dans le domaine automobile bien sûr. Donc DPPI, c'est une marque de référence qu'on est en train de développer. Voilà. Puis j'ai aussi un projet important de musée avec nos amis de l'Auto Club de l'Ouest, de l'ACO. On a donné d'ailleurs les premiers coups de pioche sur l'agrandissement du musée, c'est-à-dire qu'on est en joint venture et on va doubler quasiment la surface du musée existant pour faire, on l'espère et on le veut en tout cas, le plus beau musée de la course automobile au monde. Donc au Mans, avec l'appui de tout le monde, de la région, de la mairie du Mans, qui nous soutient formidablement. On a vraiment cette ambition de faire un magnifique musée, puis un musée vivant, un musée très très dynamique, qui, je pense, va présenter parmi les plus belles pièces au monde. Donc et avec comme toujours cette notion d'œuvre d'art. Tu penses y exposer certaines de tes voitures dans ce musée? Toutes. Ah oui. Toutes, mais qui vont tourner. C'est-à-dire qu'on va les faire tourner de façon à ce qu'il n'y ait pas toujours les mêmes choses, hein. Mais c'est l'objectif, parce que c'est pour moi très important que le public puisse admirer. Je parlais d'œuvres d'art, mais effectivement ces œuvres d'art, donc et qui en plus ont toutes avec elles apportent une légende, apportent des histoires humaines, souvent dans des contextes en particulier l'endurance ou la Formule 1, c'est toujours des épopées. Donc avoir ces objets-là qui expriment tous ces paramètres, c'est génial. Et il y a pas de meilleur endroit que Le Mans pour exprimer tout ça. Ouais. J'ai même l'impression dans ton discours que pour toi, cette passion auto et même toutes les passions que tu peux avoir, elles sont un nom d'intérêt que lorsqu'elles sont partagées. Ah oui, tout seul, alors ça a le pas plaisir vraiment égoïste d'avoir des voitures pour les regarder, ça pour à mes yeux aucun intérêt. C'est tellement merveilleux de voir les gens et en particulier, on le voit par exemple avec Le Mans classique, les jeunes générations. Il y a de plus en plus de jeunes
qui viennent, y compris même en moderne, en endurance. Donc le fait de partager ça, avec ce côté transgénérationnel, c'est vraiment très revigorant. Je veux dire, surtout quand tu penses que il y a quelques années encore, la course automobile était considérée comme un péché mortel, alors que elle ne s'est jamais aussi bien portée que maintenant. C'est génial. C'est clair. T'as arrêté le sport auto, toi, en tant qu'individu après après Imola, mais soyons raisonnables. Mais est-ce que finalement le fait de soutenir aussi la jeunesse à travers un soutien via Richard Mille, c'est pas aussi une manière pour toi de passer à une autre étape, de vivre ça d'une autre manière? Oui, bien sûr. D'abord, je trouve que c'est bien d'aider les jeunes pilotes, parce que on a dans la panoplie des pilotes, on a des pilotes qui, on le sait, beaucoup d'entre eux n'ont pas des fortunes, donc des problèmes de budget lorsqu'on a affaire à des pilotes talentueux, passionnés, etc. Donc on a beaucoup de plaisir à les aider à devenir au moins des pilotes professionnels et au mieux des champions. Donc je dis pas que c'est un devoir, mais c'est bien de le faire. Donc ça fait partie de notre mission. Je sais que t'es pas du tout du genre à regarder dans le rétroviseur, mais plutôt à toujours regarder devant. Mais avec un peu de recul, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que finalement tu as quand même réalisé beaucoup des rêves que tu avais peut-être enfant et que tu n'as fait qu'en créer à chaque fois de nouveau pour avancer, rencontrer les personnes que tu voulais rencontrer? Oui, oui, bon, moi j'adore. Enfin, j'ai toujours aimé les projets et avancer sur mettre en place des projets divers et variés, etc. Donc c'est ma vie, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait me lever le matin. Donc et tout ça, ça n'est que du bonheur. Donc, mais avec toujours cette constante c'est la fameuse phrase de Michael Esner que j'aime répéter, c'est 99% de la réussite d'une idée, c'est sa mise en application. Donc, on le dit, on le fait, voilà. Donc, Une idée ne vaut ça. rien, l'exécution un peu mieux, quoi. Absolument. C'est quoi un petit peu, alors tu peux ne pas me répondre, mais est-ce que tu as des rêves que tu as envie d'accomplir très prochainement, des projets en tête, des choses au-delà du musée? Est-ce qu'il y a des choses qui t'animent en ce moment et que tu aimerais Non, alors, oui et non. Alors, les rêves, c'est aussi peut-être la possibilité d'acquérir telle et telle voiture, parce que certaines choses sont aussi inaccessibles. Hein. lesquels te font rêver, par exemple? Oh, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Et puis, je m'aperçois que plus on avance, plus on a envie aussi d'avoir des voitures récentes, parce qu'un musée, dans un musée, doit figurer des voitures récentes. Donc c'est un truc qui est sans fin. Pour ça, quand je dis que c'est compulsif, bon, mais c'est trop tard pour trouver une cure à tout ça, donc c'est pas grave. Mais par exemple, sur l'histoire du musée, il y a tellement de choses à faire pour que déjà sortir de la vision traditionnelle du musée. On a des voitures en épi comme ça, en randonnion, ce qui représente pas beaucoup d'intérêt. Donc, par exemple, comme nous avons aussi non seulement des voitures, mais des camions. Donc, l'objectif, c'est de faire des dioramas à l'échelle 1 pour représenter un petit peu des atmosphères d'époque. À l'époque, les paddocks, ça se passait sur du gravier, parfois dans des cours d'hôtel. C'était assez rustique. Et tu veux travailler sur l'expérientiel, c'est ça, vraiment que les gens soient plongés chaque fois dans l'époque? Oui, bien sûr, plutôt que d'avoir, je trouve que d'ailleurs, si l'on veut mettre les voitures
en perspective et en valeur. Ce n'est pas en les mettant en randonnion qu'on le fait parce que ça appauvrit un petit peu le tableau général. C'est pour ça, par exemple, on fait appel à un scénographe parce que très souvent, on le voit dans les musées, par exemple, les éclairages sont très pauvres. La mise en valeur est très faible, donc tout ça c'est un travail qui est un travail vraiment de longue haleine et avec mon ami Fabrice Bourrigaud qui est le patron du patrimoine de l'ACO, on prend beaucoup de plaisir à travailler sur tous ces paramètres, ouais. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très prenant et hyper enthousiasmant, ouais. Tu sais, j'ai une question traditionnelle à la fin de chaque épisode. Elle va te paraître sûrement bête, et c'est OK. Mais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça soit, j'ai envie de dire d'un point de vue professionnel, puisque tu as encore une carrière professionnelle, que tu le veuilles ou non, la FIA, même si c'est un travail bénévole, ça reste quand même Ça presque peut s'arrêter d'ailleurs du jour au lendemain, toutes ces choses-là peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Ou personnel d'ailleurs. Mais non, c'est continuer à cultiver cette passion qui me nourrit tous les jours, dont je ne me lasse pas. C'est quelque chose qui est merveilleux et que je souhaite à beaucoup de gens. Moi, ce que j'ai toujours demandé à mes enfants, c'est soyez passionnés, allez jusqu'au bout de vos rêves, nos limites. Et c'est la seule façon de s'accomplir, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Juste une dernière chose, par rapport à... Ça fait un peu le pont sur tout ce qu'on a pu dire, notamment par rapport à ton rôle à la FIA sur l'endurance. Il se trouve que Fred Vasseur, tu sais, j'avais fait un épisode avec lui il y a maintenant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et je l'avais rencontré lors du centenaire, donc ça doit faire 2 ans du coup, lors du centenaire du Mans. Exact. Il y était. Il avait plus ou moins oublié le rendez-vous. Enfin, on a eu du bol de se croiser et j'ai été allé un peu de manière triviale, on va dire. J'aime bien ça. Je sais que, ouais, il aime beaucoup. Je sais que c'est un ami à toi de longue date. Est-ce que tu as une petite anecdote, une petite histoire liée au sport auto avec Fred Vasseur? Oh, avec Fred, plein. Là, j'en ai pas comme ça en magasin tout de suite, mais Fred, j'adore Frédéric Vasseur parce que c'est un personnage très complet. C'est quelqu'un qui allie aussi bien une décontraction totale avec un professionnalisme implacable. Il est épatant. C'est un ami qui m'est très cher et en plus on a les mêmes goûts culinaires, donc il a un sens de l'humour d'ailleurs. Il a un sens de l'humour décoiffant. Il m'avait même expliqué, tu sais, qu'il faisait souvent une tête de 6 pieds de long, en tout cas très stoïque, justement pour éloigner un peu les gens, c'est-à-dire Oui, être très... alors que c'est un blagueur, tu le vois très très vite, bien sûr. mais c'était sa petite technique un peu pour être tranquille, exact. en fait, quoi. Exact. Non, s'il était épatant. En tout cas, merci beaucoup Richard Mais c'est un plaisir pour ce temps, et merci à Tim, à Stéphanie, parce que ça fait un moment que je casse les pieds patience à tout le monde pour que ça se fasse. Donc, non, un vrai merci. plaisir. Non, je ne donne plus d'interviews de quoi que... Mais quand il s'agit de parler de voiture, c'est... Un virus. Merci beaucoup Richard. Merci à bientôt. mille fois. Au revoir.